Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau format qu'on va mettre en place chaque mardi. Donc il s'agira d'un débrief d'après-match par groupe de 3, donc avec 3 personnes de la rédaction. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Mathieu et Hugo. Donc messieurs, déjà toute première question pour commencer. Donc on va revenir bien entendu sur la victoire de nos Rochelais 43-22 contre le Loup à De Flandre. Donc Mathieu, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé du match tout simplement? Salut Enzo et salut aux personnes qui nous écoutent. Moi, dans les grandes lignes, le match, je l'ai bien aimé à partir de la 30e. Je l'ai même beaucoup aimé. Et je vous avoue que lors des 30 premières minutes, je me chiais dessus. Mais très content du résultat. Voilà, je pense qu'on aura le temps de développer tout du long le pourquoi. Tout à fait. Et toi, Hugo, de ton côté, un avis? Bonjour à tous et à toutes déjà. Au niveau du match, moi j'ai beaucoup apprécié le match parce que je pense que ça a été un peu ce que Ogara a voulu, c'est-à-dire que au final on fait certes une première demi-heure assez compliquée, mais au final l'apport du banc a été, je pense, encore plus imposant que ce qu'on aurait pu croire dans un premier temps, et au final dans le jeu comme dans le résultat final, dans le fait de prendre les 5 points, c'est au final un excellent résultat. Et toi, du coup, Enzo? Ben moi, de mon côté, j'ai également apprécié le match, après, avec une première mi-temps malgré tout un peu frustrante, après je m'y attendais, c'est-à-dire que c'est ce que j'avais mis d'ailleurs dans mon pronostic où je sentais qu'avec, avec les cadres qui étaient sur le banc, qu'on allait avoir du mal, au départ face à une équipe lyonnaise qui était bien classée, hein, quand même, hein, faut le rappeler puisque, ils étaient quatrième ou cinquième de mémoire avant la rencontre donc, il Cinquième, faut je un peu crois. Ils sont cinquième et on est cinquième. quatrième, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, c'est ce qu'on avait dit dans la rédac. Ouais. Donc voilà, fallait s'attendre à une belle affiche, on l'a eu. Après, ce que j'ai aimé, moi, c'est surtout la force de caractère des joueurs pour aller chercher ce bonus offensif après la sirène. Donc c'était assez exceptionnel. Mais voilà, on aura l'occasion d'y revenir aussi. D'ailleurs, messieurs, donc en parlant de bonus offensif, Hugo, est-ce que pour toi, au vu de la physionomie du match, il est mérité ce bonus offensif? Oui, ce qui est assez impressionnant avec ce match, c'est que j'ai l'impression qu'on a quasiment vu deux matchs en un. C'est-à-dire qu'à la 30e, il y a, alors j'ai plus le score exact, mais il y a 2 essais à 0 pour Lyon. Et je me dis que c'est tristement logique. Et de la même manière, à la 80e, il y a donc un bonus offensif Rochelet. Et je me dis, bah, c'est tristement, non, c'est extrêmement logique également. On a vraiment vu une équipe lyonnaise qui a existé 30 minutes. Donc oui, sur l'ensemble du match, c'est assez logique finalement. Et toi, Mathieu, de ton côté, est-ce que, ça reflète, oui, la physionomie du match, ces 5 points au final? En vrai, comme a dit Hugo, oui, effectivement, il y a eu deux matchs en un, je suis d'accord. Et du coup, je suis allé voir à la 31e, il y a 6-15 pour le Loup. Effectivement, il y a eu un bon 30 premières minutes d'un match du Loup. Mais en vrai, oui, parce que, en fait, sans trop en dire, même dans la première, on va dire la première partie, dans le premier match, on sent quand même que La Rochelle, La Rochelle, au niveau des stats, a plus la possession. Au niveau de l'occupation, c'est un peu plus compliqué. Mais on sent que juste c'est pas huilé, mais que le match il va se goupiller vers le club et tout, et qu'il fallait juste que les joueurs rentrent bien dans le match et que, comme tu l'as dit, que le banc après finisse le travail. Donc, surtout vu de la deuxième mi-temps, ça aurait été logique. Ouais, et puis pour information, si on parlait de possession, La Rochelle a fini le match avec 62 de possession contre 38 pour le Loup et en termes d'occupation, on est à 57 pour les Maritimes. Donc Mm. on voit que c'est vrai qu'il y a eu 2 matchs en un et que la 2e mi-temps, a été bonne, côté rochelais. Messieurs, après à l'issue de ce match, avec un peu de recul, pour vous, quel a été votre homme du match? Moi, je te propose de commencer, Enzo. Moi, pour moi, l'homme du match, alors très honnêtement, on va être transparent avec ceux qui nous écoutent, j'écrivais le résumé du match, et au départ, j'étais parti pour mettre du 1 très clairement parce que dans les airs, il a été impérial, comme d'habitude, sa longueur de jeu au pied est toujours aussi intéressante. Voilà, il a été très, très juste sur ce match, mais force est de constater que je pense qu'on est obligé de dire boudéant. Pourquoi? Parce que, simplement, il a été omniprésent tout au long de la partie. Il a fait, c'est le Rochelet qui a fait le plus de courses ballon en main. Ouais. Je crois qu'il a terminé à 15, donc c'est énorme pour un 3e ligne, une activité, Et un débordante. ailier. Il y a un Et ailier. ouais, il y a un ailier, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de poste à un moment donné où donc oui, sur la fin de match, il est passé à l'aile et il a inscrit d'ailleurs, son doublé, à ce poste donc Mm.
Franchement, je l'ai trouvé impressionnant et là, il revient très, très grande forme, sachant qu'il avait été blessé en fin de saison dernière, hein, pendant un petit moment quand même, pendant quelques mois et là, il revient vraiment au top de sa forme donc très, très content pour lui d'ailleurs. Et toi Mathieu d'ailleurs, ton homme du match? Alors, moi, je pense que je vais juste essayer de mettre un autre joueur en valeur, mais ouais, juste pour revenir vite fait sur Dulin et vraiment Boudin en 2 secondes. Dulin, moi, je trouve que c'est son meilleur match au pied de cette saison. Vraiment, je trouve que les touches qu'il trouve, elles sont folles. Et Boudin, vous le savez dans la rédaction, mais moi, j'ai pas trouvé autre que avant sa blessure qu'il avait fait un bon retour de la Coupe du Monde. Je l'avais trouvé un peu en dessous. Et je comprenais le choix de mettre Cancoré à la place de Boudin l'année dernière dans les grands matchs. Là, je vous avoue, je retrouve le Boudin que j'ai trouvé impressionnant. Enfin, on est pour la deuxième fois champion d'Europe. Mais moi, il y a un joueur que j'aimerais parler. C'est Danti, qui m'a vraiment beaucoup plu. On arrête de faire jouer en tant que premier attaquant des lignes arrières. On avait l'habitude de le faire jouer en profil perforateur et tout. En fait, on donne beaucoup plus le ballon rapidement à Seteni, où on lui donne à Danti des ballons avec plus de mouvement. Et j'ai trouvé qu'en fait, Danti, il a retrouvé cette capacité à prendre des joueurs, à trouver de l'avancée, à ralentir les défenses adverses et après à beaucoup plus jouer sur l'aile. Surtout que cette saison, on joue beaucoup plus un jeu de... Enfin, on a toujours notre gros jeu d'avant, ça on l'a vu dans le match, que ce soit dans la conquête ou autre. Mais je trouve qu'on essaie de beaucoup plus jouer sur les extérieurs. Et je trouve que dans comment on fait jouer Danti aujourd'hui, je trouve qu'il a retrouvé vraiment une importance à venir, en étant un peu vulgaire, emmerder l'équipe adverse. Moi, ça m'a fait très plaisir et surtout, ça, on a l'habitude, mais un peu moins l'année dernière, mais c'est un rock, je le trouve toujours dans la défense. Et je trouve que il a l'air d'être bien à la- par rapport à la fin d'année où il disait ne pas être trop en forme à faire du rugby. Je le trouve Oui, bien oui, dans les matchs. il avait envie d'arrêter le rugby, Ouais, enfin il y a une lassitude un petit peu du rugby c'est ça. donc c'est bien que mentalement, il se retrouve un petit peu. Et toi Hugo, est-ce que tu es d'accord avec cet avis justement sur Danti et puis tu nous donneras, ton homme du match? Je suis parfaitement d'accord sur Danti. Et je pense qu'on le sent également dans le fait on retrouve une paire de centres vraiment efficace. Mm. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait un Danti qui était plus timide et un Setoni qui était pense que fantomatique et presque généreux, enfin d'une tristesse absolue. Et là, voilà, en ce début de saison, on retrouve voilà, deux centres vraiment qui s'imposent dans le jeu, qui montrent des choses. Et je pense que ça fait toute la différence enfin, c'est je veux dire un renouveau, même si c'est les deux mêmes centres. Voilà, on trouve un Danti qui est différent, mais qui est extrêmement utile également dans cette nouvelle manière de jouer. Ouais. Et ton homme du match toi Hugo alors? Et alors mon homme du match, eh ben, je serais parti également sur Boudéan, et j'ai envie d'être un peu original, et donc je vais mettre quelqu'un qui était sur le banc tout le match. Pour moi, je vais mettre Ogara, mon homme du match. Ah, technique celle-là. Bah, c'est technique, mais alors pour moi, en fait, c'est vraiment, je trouve, l'entraîneur, enfin, quand un match est gagné, l'entraîneur est tout le temps important, parce qu'au final, on se dit, bah, c'est choix en payer. Mais je trouve que ce match, c'est vraiment, vraiment un match où les choix en payer, parce que c'est quand même osé. Sur le banc, je vais mettre Lespio, je vais mettre Skelton, je vais mettre Astoy, je vais mettre Antonio. Enfin, c'est quand même, faut. Certes, Lyon en face mettait pas son 15 type, mais il faut quand même Mais arriver ça, et elle dire. le savait pas, hein. Oui, après, il savait pas, oui, pas faux. Et il faut quand même, enfin, même, quand même, faut quand même arriver et dire, on va faire ça. Et au final, certes, ça amène 30 premières minutes difficiles. Et les 10 dernières minutes sont quand même meilleures. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps sont meilleures. Et en fait, à partir de la 40e minute, il y a vraiment. Parce que les changements se font dès la 40e. C'est pas des changements à la 50e, 45e. C'est vraiment 40e. C'est au retour des vestiaires. On a les gros changements. Enfin, c'était vraiment. Ça m'a rappelé le bomb squad de l'Afrique du Sud, quoi, pour le coup. Ouais, ouais, C'est vraiment. Enfin, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux matchs. Moi, je sais que j'avais vu, je ne sais plus quel, je crois que c'était un magazine lyonnais, je ne sais plus lequel, qui disait Lyon n'a joué qu'une mi-temps. Et je, et je trouve que c'est assez logique parce qu'à la mi-temps, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est presque une deuxième équipe du Stade Rochelet qui a joué et qui a atomisé. Je pense que là, j'aime pas utiliser des termes grandiloquents, mais là, qui a vraiment été excellent que en deuxième mi-temps, le Loup, si ce n'est STC qui est complètement contre le cours du jeu, Mm. euh,
voient vraiment pas le jour, quoi. C'est-à-dire que de la première, enfin, de la 40e, 41e à la 80e, uniquement en faveur des Rochelais. Et pour moi, le fait voilà, d'amener vraiment deux équipes quasiment en deuxième mi-temps qui va être là pour amener quelque chose, bah, elle a totalement amené quelque chose. Et presque plus encore que les joueurs, même si évidemment c'est les joueurs sur le terrain qui ont fait le boulot. Je trouve que c'est un match où vraiment Ogara a montré que pourquoi c'est un grand coach, quoi. Ouais, parce Mhm. que faut quand même souligner que il a fait des choix payants, enfin qui étaient risqués quand même, hein, à la base, quand on regarde la composition, on voit Bergeron sur l'aile gauche, on se dit: «Beh, étonnant, surprenant, est-ce que ça a fonctionné?» Au final oui, puisqu'il marque un essai en plus sur son aile gauche. Puis quand même avec la titularisation de Soutidze pour sa première, qui d'ailleurs a fait un bon match, on y reviendra. Voilà, avec, ce pari de la jeunesse et puis, les hommes d'expérience, les pièces maîtresses, sur le banc, qui ont retrouvé un petit peu une seconde jeunesse avec Antonio que moi personnellement j'ai trouvé, assez en jambes. Ouais, il a vraiment trouvé de l'avancée, hein. Voilà, il était constamment dans l'avancée, c'est le cas pour, Skelton aussi. Bon, on sait que c'est un tracteur, une machine, hein, qui emporte tout le monde en général, mais d'autant plus, en deuxième mi-temps. Donc, oui, il faut quand même saluer les choix de notre manager irlandais. Moi, je trouve que vraiment, là, le coaching d'Ogara depuis le début de la saison est quand même extrêmement bon, quoi. C'est-à-dire que même face à Toulouse, on a cette stratégie de faire un coaching dès la rentrée de la mi-temps qui porte presque ses fruits au final, hein, parce que ça, bah, voilà, ça joue une faute, hein, faut dire ce qui est. En fait, je trouve que Ogara, sur le placement de ses joueurs, que ce soit titulaire ou sur le banc, je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement bien réfléchi. Et il y a un côté aussi à faire un peu plus jouer la jeunesse, même si c'est un peu moins de temps. Mais il y a beaucoup de joueurs qui bougent à droite, à gauche. Niveau endurance, bon, il y a quand même des joueurs qui sont vachement exposés, hein. Aldrit, il a été vachement exposé. Skelton, il est quand même exposé. Antonio, mais je trouve qu'il y a un turnover qu'il essaie de créer entre les joueurs qui, je pense, va être très utile aussi. Ouais, effectivement, mais j'allais vous demander, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette jeunesse, que Kogara a mis sur le terrain avec, notamment donc, je le disais, la titularisation de Soutidze et derrière, en fin de match, Édouard Richer qui est rentré et qui a inscrit, l'essai du bonus offensif. Il y Hugo, a toi aussi Russ, quand même, à compter. oui, il y a Reus, c'est vrai, Russ a mais plus d'expérience voilà, professionnellement parlant, mais c'est plus d'un habitué. Mais c'est vrai qu'il reste jeune, mais je pensais surtout à Soutidze et Richer. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé de ces 2 joueurs? Alors, parce que moi déjà, ce que j'aimais, c'est le fait de titulariser Soutidé déjà, parce que c'était pas forcément évident. Et je trouve que dans son match, il y a rien de fou, il y a rien où on se dit waouh, oh, il y a un truc en plus, mais il y a rien où on se dit ah, on sent un peu, tu vois, c'est des trucs qu'on voit souvent. Moi, par exemple, je pense à, on vous dit ça, il y a Kuntelia aussi, hein, qui est quand même pas non plus. Oui, Qui est tout pas à non fait. plus très 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 vieux. Et par exemple, moi là, j'ai Kuntelia en tête. Je me souviens, les premiers matchs de Kuntelia, on se disait, il y a un peu, ce qui est normal, hein, on peut pas commencer et devenir être le meilleur joueur du monde à ses débuts. Je sais, par exemple, Kuntelia, ses premiers matchs, on se disait, ah, c'est un peu compliqué sur certains points. hmm. Dès son premier match, j'ai rien de négatif à dire sur lui. Et pour moi, quand t'es un jeune qui fait ses débuts, c'est franchement le mieux que tu puisses faire. Je pense parce que on s'attend pas que tu fasses un match où tu positionnes ton poste. Donc franchement, à ce niveau-là, sous idée, moi j'ai trouvé ça super. Et Richer, bah, au final, il apporte de l'impact, il est hyper intéressant dans son entrée. Et en plus de ça, il est décisif, quoi. Donc, ce qui est super chez Richer, sachant que Richer, alors techniquement, c'est pas ses débuts, parce qu'il avait fait 1 minute contre Pau. Ouais, Pau l'année dernière, je crois, hein. C'était Pau, mais il joue, pareil, il rentre à la 79e ou 80e, donc bon, Mmh. presque. Je suis même pas sûr qu'il touche un ballon contre Pau. Donc, on va dire que c'est ses débuts. Et bah voilà, là, c'est dans le jeu, il est intéressant, il amène de l'impact. Et en plus de ça, bon, bah, il est décisif, quoi. Forcément, le match, il est super. Et en plus, il va dans la stratégie plus globale du club, voilà, de vouloir rajeunir l'effectif, hein, comme on le voit avec le recrutement. J'ai envie de rajouter Kuntelia qui sort d'un bon début de saison, Kuntelia qui a été vraiment bon. Et là, qui a fait un match pareil, rien de particulier à dire. Mais franchement, son match était vraiment propre. Que moi, les petits, les jeunes, je vais pas rajouter Russ, parce que même si c'est un jeune, il commence à sortir un peu de cette phase où on se dit
encore un jeune qui doit montrer des choses. Carrément, il commence quand même à devenir un joueur un peu plus habituel. Donc ouais, le pari de la jeunesse d'Ogara, un autre pari réussi, mais un Ogara qui a réussi tous ses paris contre Lyon. Mm. Absolument. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé de ces deux jeunes-là? Moi, si je peux juste faire un aparté sur Russ, que Kuntelia, je pense que Hugo a tout dit. Russ, juste, pour moi, ça reste quand même un jeune parce que c'est la saison où il est supposé prouver. Donc, parce qu'il n'a pas eu tant de temps de jeu que ça en réalité l'année dernière. Je pense qu'il est justement sur cette année de transition jeune à vraiment joueur présent du top 14. Et sinon, pour revenir à Sutidze et Richer, moi, surprenamment, alors du coup, je me suis renseigné un peu sur les deux après, mais je m'attendais pas qu'il soit. Je m'attendais pas qu'il fasse une prestation énorme et je pense pas qu'ils ont su être en mode waouh, c'est les futurs, ils peuvent directement la jouer à la place d'un tel ou d'un tel. Mais pour un premier match que Richer il a joué 1 minute à Pau l'année dernière, pour un vrai premier match pour ces deux joueurs, en tout cas pour un vrai premier match pour Sutidze et une entrée pour Richer, moi je suis hyper impressionné. Ils n'ont pas fait de faute, ils ont été propres. Dans la défense, ils ont été présents. Dans l'attaque, ils ont été présents. J'ai appris que Sutidze, en fait, c'est un joueur qui est hyper propre sur la touche. C'est vraiment son gros point fort. Ouais, il était à Et, 100% d'ailleurs, Mathieu, ouais, sur ce. et bah ça, faut qu'on en parle parce que même l'Espio, elle a fait 100%. Et je crois que de souvenirs de supporters rochelais, je n'ai jamais vu une fois La Rochelle faire un 100% à la touche dans un seul match. J'en ai pas le souvenir. Parce que vraiment, si pour le coup, il y a un problème qu'on a depuis des années, c'est vraiment la touche. On n'a jamais réussi à être très bon dans ce secteur. Donc là, ça a fait du bien. Surtout que pour un match qu'on gagne 5-0, avoir cette qualité dans les fondamentaux, donc la mêlée et la touche, ça fait vraiment du bien. Donc moi, rien que pour ça, vraiment, je suis très content de leur match. Ils auraient fait une prestation où ils font 2-3 erreurs, mais sans plus, j'aurais fait ça va. Mais là, vraiment, il n'y a rien de négatif à leur match, je trouve. Et même s'utiliser 100% à la touche. Et Richer qui vient quand même mettre cet essai du BO, qui est pas forcément fait, parce qu'il y a quand même un joueur du loup qui vient défendre sur lui. Franchement, chapeau pour eux. Hein. Je sais pas s'ils vont rentrer, s'utiliser peut-être, mais ils vont rentrer vraiment dans... Ougara, il va être en mode, il va falloir vraiment les introduire bien dans le staff, dans la rotation et tout, dans l'équipe. Mais c'est des joueurs où on pourra vraiment compter sur eux parce qu'ils ont su bien prouver sur un match. Après, ce qu'il faut aussi, attention, il ne faut pas rentrer dans le jeu de l'instant et se dire, ouais, ils ont fait un premier match de fou. Il faudra aussi, après, qu'ils prouvent sur différents matchs et sur le long terme. Je ne pense pas qu'ils auront beaucoup de matchs, hein, mais sur les matchs où ils seront présents, il va falloir qu'ils aient aussi cette constance parce que sinon, ça peut vraiment être des joueurs très intéressants. Ouais, parce que Brice Julin parlait également de la volonté d'avoir un groupe plus élargi cette année, avec beaucoup de jeunes, enfin pas mal de jeunes qui vont monter en tout cas en équipe première et qui devront être performants pour aider le groupe à tout moment. Donc en tout cas, ils ont fait un match intéressant et qui a été propre. Moi, messieurs, je voulais revenir sur ce fameux... donc il y a eu deux matchs en un finalement avec l'apport du banc qui a été énorme en deuxième mi-temps avec les Lavaux, les Lespio, Skelton, Antonio, Astoy. Donc ça a été assez monstrueux et puis on a directement vu l'effet. Mais est-ce que finalement ces changements, donc à partir de la 40e, c'est la question qui fâche un petit peu, mais je voulais vous la poser, est-ce que ça ne montre pas qu'on a joué qu'une mi-temps finalement, à savoir la deuxième et la première, on a eu quand même beaucoup de mal et du coup ça a nécessité ces changements-là. Je sais pas si Hugo veut répondre en premier. Vas-y, bah, tu me tends la perche. Moi, je pense que c'est un peu la question, l'éternelle question du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire que oui, à côté, tu peux te dire que effectivement, tu as fait ce que tu dis 40 minutes, c'est un peu exagéré pour moi, c'est quand même, je veux dire, 50. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on est quand même plutôt bien. Mais on va dire, voilà, 40 bonnes minutes ou 40 mauvaises minutes. Je pense que la stratégie, pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ça le fait de Gara, mon homme du match. Le fait que le banc est là pour servir de, pas tant de filet de sécurité, mais vraiment de presque de vraie équipe. C'est presque comme si le 15 type, enfin le 15 type, le 15 titulaire, ils étaient là plus pour fatiguer et qu'ensuite vraiment le banc arrive et soit vraiment ceux qui
fasse le match. Évidemment, c'est pas le cas. Là, c'est moi qui vraiment réfléchis ainsi a posteriori. Mais moi, je pense que ce banc-là était là aussi pour faire 40 excellentes minutes. À la fin de la mi-temps, on n'est pas loin. On est à un point. On est à un point du loup, c'est Un ça? point, ouais, 14-15. Donc, j'ai envie de dire, si une équipe où tu peux te permettre de mettre un talonneur et ses débuts, lui qui est peut-être, en anglais on dit arguably, il n'y a pas de traduction en français, mais potentiellement l'un de tes meilleurs joueurs, voire ton meilleur joueur avec Skelton, de mettre ton ouvreur titulaire, ton pilier droit titulaire, enfin de mettre quand même des très très beau monde sur le banc, et que malgré ça, t'es qu'à un point du loup, te permettre de mettre Favre à un poste qui n'est pas le sien, pour moi c'est quand même, je pense que c'est quand même pas trop mal. Donc, est-ce qu'on a joué que 40 minutes? Dans les faits, un peu oui. De l'autre, je pense que c'est aussi un peu ce que Ogara envisageait. Et au final, bah, tu prends le bonus. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas si mal de se dire que même en jouant que 40 minutes, on peut mettre 40 points au loup, dont quasiment 30 sur les 40 dernières. Mhm. Et toi, Mathieu, quel est ton avis là-dessus? Bah moi, pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve que les 40 premières minutes, quoi elles aient pu inquiéter et qu'elles aient pu faire parler, hein, Dixit, les deux vieux monsieur devant moi qui étaient prêts à hurler sur La Rochelle tant ils trouvaient la prestation cata. Non, en fait, je trouve un peu comme dit Hugo que la première mi-temps, elle était plus là en fait pour être pas passif. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, on sent dans comment on a joué, que ce soit le fait de constamment aller prendre dès qu'on pouvait les 3 points. Je veux dire, on pouvait à la fin de la mi-temps essayer d'aller chercher une touche et de repasser devant à la fin de la première mi-temps et de mettre un coup au loup. Parce que mettre un essai en fin de première mi-temps, ça fait toujours mal à l'équipe adverse. Mais en fait, c'est surtout que j'ai eu l'impression qu'en première mi-temps, on s'attendait un peu que ça soit pas forcément très rodé, mais surtout, je trouve qu'on a essayé de jouer le moins possible et de faire jouer le loup. Alors, le loup, ils ont aussi fait un jeu d'occupation, hein. C'est parce ils ont su prendre le score assez rapidement. Mais que ça soit par les chandelles de Reus qui étaient trop présentes, mais qui étaient vraiment là pour attaquer les lignes arrière, parce qu'en réalité, j'ai pas trouvé qu'on est tant allé les chercher, ces chandelles, mais on est plus allé chercher le récepteur en le plaquant. Le fait de les avoir fait jouer, d'avoir fait beaucoup travailler nos arrières, enfin notre ligne de 3 quarts défensivement. Ogara sentait effectivement que le banc, moi quand Hugo il en parlait, pour moi en fait je voyais plus le banc comme une finition. Je vois un peu la première mi-temps comme du ciment qu'on va mettre au bloc. Et après le banc il arrive et en fait tu mets les différents blocs, les différentes briques et ça forme un joli mur, tu vois. Bah là c'était un peu pareil, tu vois. J'ai l'impression que la première mi-temps elle était là pour préparer cette équipe du Loup qui en plus au final avait un banc intéressant mais beaucoup moins que le nôtre. Donc on savait que la deuxième mi-temps au niveau du banc elle allait tourner en notre faveur. Et c'est pour ça qu'il a mis directement Ogara le banc quasiment dans son intégralité dès la 40e minute, enfin dès le retour de la mi-temps. Parce que voilà, l'équipe du Loup était un peu fatiguée, parce qu'il savait très bien qu'il y avait très peu de joueurs. Et la preuve, il n'y a que Radradra qui fait vraiment une entrée qui se fait remarquer, je trouve personnellement, qui allait amener du danger. Donc voilà, on avait un peu épuisé en face ces joueurs qui étaient un peu, pour être un peu pénibles. On amène des joueurs qui ont plus d'expérience et qui accessoirement sont un peu meilleurs. Désolé pour Kuntelia, mais et voilà, il y a Antonio, et puis même il y a des joueurs comme Skelton, Astoy, Lespio, etc. etc. Et j'ai plus trouvé qu'en fait, la première mi-temps, au final, elle était plus là pour se maintenir au loup, que ce soit un peu devant ou un peu derrière, et de se dire, bon, maintenant, il faut faire le travail, et logiquement, on prendra le BO, hein. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec vous, messieurs, surtout que, en fait, je trouve qu'au final, c'est Lyon qui a très bien joué en première période, dans le sens où on a eu beaucoup de mal sur nos offensives parce qu'on a été face à une défense agressive et qui aussi en attaque a bien joué les coups. C'est-à-dire les deux essais qu'ils mettent, bah, d'ailleurs, c'est le numéro 7, hein, tout comme Boudéan qui a marqué un doublé. En vrai, c'est deux beaux essais, deux belles actions, Ne très pas bien. oublier le 9 aussi, ne pas oublier le 9, hein. Ne pas oublier Pagerello, c'est vrai. Mm. Oui, c'était Pagerello et le numéro 7 en première mi-temps, c'est ça. Ouais. Parce qu'après, il met son doublé en deuxième. Franchement, les Lyonnais ont bien joué les coups et franchement, on n'a pas pu faire grand-chose, même si en défense,
on aurait dû être plus présent probablement à certains moments, mais on est tombé contre, oui, une bonne équipe en première et puis, je pense qu'on s'est fait un petit peu surprendre, mais après malgré tout, je trouve que cette saison, enfin là depuis peu, on commence à reconstruire nos matchs, correctement. C'est-à-dire qu'on prend les points quand il faut et en général, c'est payant parce qu'au dernier match, c'est ce qui s'est passé, hein, au Racing, on a pris les Hmm. points quand il fallait, avec Astoy et ça nous a souri au final. Donc c'est bien, je trouve qu'on commence à retrouver malgré tout une forme de sérénité, même quand on est mené. Et ça, c'est pour moi, va falloir qu'on s'appuie là-dessus pour la suite de la saison et c'est de bon augure. Donc voilà, messieurs, après, je vous propose qu'on commence à se projeter un petit peu sur ce match face à Bayonne, qui sera, donc on le rappelle, samedi à 16h30, même heure. Voilà, encore une fois pendant le multiplex. Ouais, Des- mais le match contre le Stade français, c'est annoncé, on joue samedi soir, hein. On reçoit le Stade français samedi soir. Mais donc à Bayonne, donc on va se déplacer à Anoeta, donc à San Sebastian, un match un petit peu particulier. Déjà, messieurs, pour le coup, quelle équipe on pourrait envoyer là-bas? Est-ce que pour vous, Ronan O'Gara va procéder à la même stratégie, c'est-à-dire une équipe titulaire qui, sans forcément toutes les pièces maîtresses, avec un gros banc encore une fois, ou alors à l'inverse, là on va envoyer la grosse équipe dès le début, et après avec des finisseurs, peut-être qui ont un petit peu moins d'expérience, mais qui feront le boulot aussi. Hugo, quel est ton avis là-dessus, sur la stratégie à adopter? C'est assez difficile à dire. Moi, je Parce peux que commencer. Moi, j'ai une idée personnellement. Dis-nous, Mathieu, bah, dis-nous. alors je te laisse commencer alors. Comme ça, peut-être je vais te donner des trucs, Hugo. Peut-être que tu sauras après. Je vais pouvoir pomper tes idées, ouais. Ouais, C'est cool. exactement. Let's go. Non, mais en fait, Super. je trouve encore. Alors, je suis pas le plus grand fan de Ronan O'Gara, mais forcé de constater qu'il a fait un truc qui a du coup marché face au Loup. C'est que il n'a pas mis Leeds et Noël, ce qui est pour moi un choix plus que choisi. Et on n'a pas vu des Colombes, on n'a pas vu de l'Atout. Bon, Aldrit, c'est prévu, c'est normal qu'il soit au repos, mais on peut déjà imaginer qu'il aille à Bayonne avec des grandes guillemets. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont été mis sur le banc et donc qui n'ont pas fait 60 minutes, comme Skelton, comme Lavo, comme Lespio. Enfin, Lavo aussi, pour le coup, vu qu'il y a eu la... Oui, Lavo, lui, il est rentré plus tôt. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été, entre guillemets, mis au repos et qui sont pas des peintres. Et je pense que la stratégie d'Ogara, elle est simple, c'est d'aller chercher ce match à Bayonne en envoyant je pense, une équipe qui sera, honnêtement, hein, je pense, en titulaire plus belle que celle qu'on a envoyée contre le Loup. Peut-être pas un Wardy, parce qu'il enchaîne, mais je vois bien un Pantverne, un Latou, un Antonio ou un Colombe, en tout cas en première ligne. Je vois bien Skelton directement être titulaire. Je vois bien le retour d'Aldrit, et peut-être avoir directement Astoy ou West Indies. Je pense qu'on aura vraiment une équipe titulaire qui sera beaucoup plus puissante. Et je pense que la stratégie d'Ogara, surtout face à une équipe de Bayonne qui joue beaucoup à marquer les 3 points, à maintenir le score devant, je pense que le but, ça va être de prendre le match, prendre les devants en première avec une grosse équipe, peut-être avoir un banc moins sexy quand on aura les points, de faire du jeu d'occupation parce que tu es à l'extérieur, les faire jouer, venir défendre. Et pour le coup, la défense, même si on est pour le moment pas l'une des meilleures défenses, on est que 6e. Attention, on est quand même la 2e meilleure attaque du championnat. Je pense que le but, ça va être de vraiment prendre les devants, comme ce a essayé de faire le Loup contre nous, et pour le coup maintenir et tout, parce que Bayonne n'est pas forcément dans une grande forme. Je pense que tu nous poseras la question de la délocalisation, mais je pense que ça jouera aussi du coup, surtout qu'on sait qu'il va y avoir pas mal de choses, enfin ça s'organise pour qu'il y ait beaucoup en plus de supporters Rochelet qui aillent. Mais ouais, je pense que l'équipe sera plus belle dans les 40-50 premières mi-temps de jeu, 50 premières minutes de jeu. Et je pense que ça va être ça la stratégie, aller gagner à Bayonne en faisant un jeu très offensif, puis très défensif. Et après, si je peux me projeter plus loin, valider le match à domicile contre Bordeaux et pouvoir avoir une sécurité contre Montpellier s'il y a des joueurs, s'il y a trop de joueurs cramés, quoi. Ouais, et puis pour rappel quand même, actuellement, Bayonne au classement est 12e, hein, donc qui est mal classé, a besoin de points, donc ça va être un match à enjeu notamment de leur côté, mais aussi du nôtre, parce que cette saison, je pense qu'on doit quand même un peu plus s'imposer à l'extérieur, et c'est une volonté d'ailleurs des joueurs. Donc Hugo, toi de ton côté, oui, qu'est-ce que tu penses sur la stratégie à adopter?
Voilà, notamment par le manager irlandais Ronan O'Gara. Comment tu la vois, toi, cette compo à Mayenne? Je suis assez d'accord avec Mathieu sur le fait qu'on va avoir. Je pense que déjà, le fait d'avoir une compo qui est assez remaniée, on va dire, là contre le Loup, forcément, indique qu'il y aura une compo un peu plus imposante quand on va arriver à Saint-Sébastien. Mais faut pas oublier que oui, ensuite on a enfin juste après ce sera l'UBB qui est quand même sur le papier le deuxième très très gros challenge qu'on a Ouais, après le gros match. après Toulouse. Et je pense que le match va être pris très très au sérieux par Ogara, par tout le staff. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un banc encore une fois à une équipe assez, je vais pas dire mixte, mais et une équipe qui je pense qu'on aura un peu plus effectivement de stars guillemets que celle contre le Loup, mais je pense qu'on va quand même avoir un banc qui est assez conséquent. Je vais pas étonné si on imagine un 15 type. Je pense que ce sera pas forcément ce 15 type là qui sera envoyé et qu'on peut imaginer que certains soient sur le banc et rentrent à la mi-temps ou en tout cas en deuxième période parce que je pense qu'il va y avoir le match contre l'UBB à préparer. Et à mon avis, ce serait, je serais assez étonné de voir vraiment une équipe, vraiment, on va dire la grosse équipe envoyée à Noeta. Ça me paraîtrait assez étonnant. Peut-être continuer sur la lancée des jeunes, alors pas forcément sous Tidzé et Richer, pardon. Mais peut-être d'autres. C'est vrai que par exemple, le pain Verne, ça fait quand même quelques. On l'a pas forcément, on l'a pas vu contre le Loup. Il y a eu pas mal d'économies de joueurs contre le Loup, comme Mathieu l'a très bien dit. Mais je pense qu'on va encore avoir une compo plus nuancée, une équipe, je veux dire, à bis entre guillemets, comme on peut le dire parfois. Je pense que pour voir vraiment la grosse équipe, vraiment le 15 type, ou en tout cas ce qui peut ressembler le plus à un 15 type, parce que c'est difficile de donner un 15 type à La Rochelle en troisième ligne, par exemple, c'est quasiment impossible tellement il y a de profondeur. Mais je veux dire, avec le retour de Botia qui est prévu contre Montpellier, je crois. A priori, ça serait ça à la fin du Hmm. mois, ce qu'on a entendu. Donc, je veux dire, en troisième ligne, ça reste quand même difficile à dire. En centre, lorsque Thomas va faire son retour, je veux dire, Thomas fait un match en centre, c'est 2 essais. Ah, il en fait deux en vrai. Il en fait deux hein, contre Toulon. Il rentre. Il rentre au centre, Ah effectivement. ouais, il en fait deux. Il Hein. rentre au centre, ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y a cette rentrée, effectivement. Et enfin, je veux dire, il y a différents postes où c'est pas encore défini, même pilier droit entre Colombe et Antonio, ça reste, je veux dire, il y a encore un débat qui ça peut se discuter. Pour le moment, il n'y Donc a je pas pense de que débat. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de débat, je trouve. Moi, personnellement, Antonio est d'ailleurs moins performant, mais moins, je suis pas certain de trouver le bon terme, qu'il a peut-être moins les crocs que ça pouvait que la saison précédente ou la saison encore avant. La saison précédente, c'était quand même difficile pour tout le monde. Mais enfin, pour dire, en tout cas, je pense que la très grosse équipe, vraiment l'Armada, je pense qu'il va falloir attendre Bordeaux-Bègles pour l'avoir. Contre Bayonne, on va avoir une équipe, peut-être un peu comme tu l'as dit Mathieu, une Loue inversée avec plutôt la grosse équipe au début, une grosse équipe d'abord avec quelques éléments sur le banc et ces éléments qui rentrent. Ouais, c'est intéressant votre avis, messieurs. Moi, je suis plus ou moins d'accord. Après, je pense que ça va être une équipe un peu, entre guillemets, mi-figue, mi-raisin, si j'ose dire, avec quelques pièces maîtresses, oui, en guise de titulaire. Hein. Je pense notamment à Aldrit, Noël, Lys devrait revenir, je pense. Après, je pense qu'on aura quand même un gros banc de touche malgré tout et qui fera quand même la différence aussi. Donc, pour moi, ça sera un bon mix des deux et un bon équilibre trouvé par Ogara, comme il le fait bien en général. D'ailleurs, on parlait de Teddy Thomas, qui sera d'ailleurs trop juste, hein, malheureusement, pour la rencontre de samedi. Hein, Hmm. c'est pas de retour tout de suite, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, et justement, messieurs, sur cette nouvelle délocalisation après Créteil face au Racing, est-ce que pour vous, ça change quelque chose réellement? Est-ce que ça a un réel impact sur cette rencontre? Et aussi, deuxième question, est-ce que ça représente un avantage pour les Rochelais? Tu veux commencer, Hugo? Ou pas? Je veux bien pour le coup. Vas-y. Personnellement, je suis plutôt, je
je vais pas dire favorable parce que c'est pas moi qui décide, mais le fait qu'on aille jouer donc à Saint-Sébastien, je pense que c'est plutôt notre avantage, effectivement, parce que bon, déjà, si on réfléchit d'un point de vue mathématique, on sait que le Stade d'Anoeta ne réussit pas tellement à l'aviron bayonnais. Tout à Mais fait. plus que ça, le fait d'être dans un stade qui est beaucoup plus grand, puisqu'à Noeta, c'est 40 000 places, hein, si je ne compte pas n'importe quoi, fait qu'on va avoir beaucoup plus de Rochelais présents que si ça avait été à Jean Daugé. Et on sait que les Rochelais sont très très bons lorsqu'on se déplace dans des stades entre guillemets neutres, que ça soit à Créteil, il y a quand même un peu de monde. Il y avait quand même il y avait quelques Rochelais quand même à Créteil, surtout quand les fameux déplacements au Matmut. On va dire que le supporter Rochelais s'exporte bien. Et je pense que jouer à Noëtas, ça peut être un avantage pour nous plus que pour l'Aviron. Il va se retrouver en fait devant un public qui est beaucoup moins en sa faveur que pu être à Jean Daugé où il y aurait eu le strict minimum de Rochelais possible. Là, on peut vraiment se retrouver devant un bon public Rochelais assez présent et qui peut vraiment jouer un rôle important pour permettre au Stade Rochelais vraiment d'engranger et de faire un bon résultat. Moi, je vais poursuivre ce que tu as dit, Hugo, avant que Mathieu réponde. Comme ça lui laissera un peu de temps de réflexion. Euh, Moi, je pense que pour le coup, et c'est vrai que ça change pas mal de choses, étant donné qu'on ne jouera pas Jean Daugé, c'est-à-dire pas dans l'antre, de l'Aviron bayonnais avec, cette fameuse, Peña Bayona qu'on connaissait bien, en top 14, un peu comme notre Santiano à nous. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit teasing par rapport à l'article de demain qui sortira. Je vous en dis pas plus, mais restez attentifs, ça sera mercredi, pardon, et pas demain. Voilà, un À article. l'heure où sort la vidéo, c'est demain. Oui, donc ça sortira demain, donc restez attentifs, concernant le site web. Et puis, comme tu l'as dit Hugo, c'est vrai que, il y a pas mal de supporters rochelais qui sont attendus, à Noeta. Je pense notamment d'ailleurs à Étienne de la rédaction, on lui passe, le coucou. Et puis les bannières ont prévu 2 cars, il me semble, donc pour se déplacer, donc ça va être très intéressant et on les salue également. Donc voilà, il va y avoir pas mal d'ambiance, on s'en doute, entre presque les 2 meilleurs publics de France. Enfin, en tout cas, ça en fait partie. C'est dans le top, Ah, dans le top clairement, quand même. bah, on va dire dans le top 5, disons, mais Ouais. pour pas faire te fâcher. Mais oui, c'est 2 belles ambiances, donc je pense qu'on va avoir le droit à une belle bataille aussi dans les tribunes. Donc, Mathieu, toi, pour répondre à la question, est-ce que ça change vraiment quelque chose, cette délocalisation, ou pas pour toi? Bah écoute, je vais être neutre, je vais dire oui et non. En gros, oui, effectivement, dans un sens, oui, parce que on va avoir logiquement plus de place pour nous, même si, oui, parce qu'après, tous les Bayonnais ne voudront pas forcément se déplacer, donc c'est sûr que ça nous donne un petit avantage. Deuxièmement, parce que je sais pas trop comment il l'avait décrit, Lopez, l'année dernière, quand fin de saison, il avait été interviewé par le Canal Rugby Club par rapport au stade, mais en gros, moi, j'aime bien dire que c'est un peu un stade qui s'est construit sur un cimetière vaudou. Parce que, genre, vraiment. Bon, fin d'année dernière, c'est un peu plus compliqué, mais depuis qu'ils sont arrivés en top 14, Bayonne, ils ont quand même une réussite à domicile qui est assez impressionnante. Surtout pour un club qui ne figure pas dans le top 6. Donc, bon, bravo à eux, hein, mais effectivement, là aussi, c'est un avantage. Après, faut pas oublier que bah, Bayonne va pas jouer dans son stade, mais entre guillemets, nous non plus. Donc, c'est pour ça que je me mets entre les deux, parce qu'en fait, on est plus sur un terrain où les deux équipes ne jouent pas beaucoup, où les deux équipes ont déjà joué. Bayonne, quand ils sont délocalisés. Nous, si je dis pas de bêtises, la dernière fois, c'est en demi-finale contre Bordeaux. Donc en soi, je pense que oui, non, les supporters bayonnais seront là, les Rochelais seront là. Le terrain ne profite pas particulièrement aux deux équipes. Par exemple, quand on parlait du Racing, pour la délocalisation du Racing, là oui, parce que c'est un terrain très synthétique qui est vraiment que le Racing possède, qui correspond à un style de jeu qu'ils essayent de faire depuis quelques années maintenant, et que nous, du coup, on n'a pas l'habitude de jouer, enfin qu'on joue qu'une fois par an. Donc là, pour le coup, je trouve que la délocalisation à Créteil dans ce que ça peut desservir au Racing était présent. Je pense que Bayonne pas trop, quoi. Je pense que ça va juste mettre carte sur table et que ça sera la meilleure équipe. Et comme tu l'as dit, Enzo,
le public le plus présent qui fera le travail, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est intéressant d'avoir vos avis, messieurs. Et puis pour terminer, je pense qu'on va conclure sur cette question. Messieurs, question simple. Est-ce que vous voyez les jaunes et noirs gagner à Noeta? Oui, Oui, alors, bonus, pas bonus, on va pas dire de score exact non plus parce qu'on laissera ça pour les pronos. Il y a un Euh, article pour. et oui, 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 mais pour l'instant, t'as voilà. pas dit qu'on allait devoir. Puis on va pas se développer non plus, hein, ça c'est. Non, 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 mais tout simplement, messieurs, oui, est-ce que vous voyez une victoire rochelaise avec bonus, pas bonus, Hugo? Je pense sans bonus pour le coup quand même. Mhm. Mais je pense quand même, je vois quand même une victoire rochelaise. Je pense bien D'ac- aidée par le public. Bon. D'accord. Pourquoi tu verrais une victoire rochelaise particulièrement? Je pense que déjà au niveau des dynamiques, on est sur une super dynamique. Et même cette équipe de Bayonne n'est pas forcément manque d'efficacité, elle est assez. Enfin, ce début de saison assez difficile parce que c'est quand même. Elle a pas, je trouve, cette équipe-là n'a pas encore je veux dire, son match référence de début de saison, ce match qui vraiment fait commencer une dynamique. Alors, ça pourrait tout à fait être contre nous. Hein, ça se trouve, samedi, La Rochelle s'effondre et prend 60 points. Espérons que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que quand on regarde depuis le début de saison les deux victoires bayonnaises, c'est contre Perpignan et Montpellier, et c'est quand même pas des victoires maîtrisées, c'est quand même des victoires dans la douleur, mais vraiment, vraiment dans la douleur. Et c'est donc à côté une défaite logique contre Clermont et quand même une claque quand même à sa peau, c'est quand même une sacrée claque. Et finalement, leur meilleur match peut-être de ce début de saison, c'est contre le bébé Hmm. où ils reviennent de très très loin pour finalement ne perdre que 3 points, une pénalité à la 80e, si je dis pas de bêtises, le côté Ouais, comme bordelais. à peu près tous les matchs, hein. Ouais, un peu avant la C'est 80e. c'est ça. Enfin, il y a une vraie remontée qui est quand même assez ébouriffante à voir. Donc même si au final il n'y a qu'un point de récupéré, c'est quand même un match qui est intéressant à voir. Cette remontée qui a été qui est le début d'une dynamique, et en fait contre nous, ça va être vraiment là où on va voir la dynamique. Mais je vois quand même La Rochelle partir favori. Je pense qu'à Jean Daugé, j'aurais été plus nuancé, Hmm. Jean Daugé, j'aurais dit c'est plus difficile. Je Hmm. pense que le fait de jouer à Noeta, moi je l'ai dit, Mathieu l'a dit, enfin, tout le monde l'a tous dit, mais l'impact du public va être assez présent côté Rochelet, car terrain neutre, entre guillemets. Et puis il y aura Etienne, hein. Et Et oui, puis il il y y aura aura Étienne, en plus. Étienne pour donner de la Thibaut voix. voilà, il y aura Étienne, il y aura les bagnards. Ouais. Et non, mais je pense que le fait de jouer à Anoeta et pas à Jean Daugé va être vraiment ce petit truc. Après, je vais dire peut-être une victoire avec un bonus défensif bayonnais. Je pense un bonus défensif bayonnais, un match donc qui se joue à assez peu de choses, mais je vois quand même les joueurs de Ronan O'Gara réussir à s'imposer D'accord. en attendant vraiment la rencontre contre Bordeaux. Donc victoire donc du Stade avec un bonus défensif bâillonné. Et toi Mathieu, alors ton pronostic? Bah, le même qu'Hugo, hein, victoire pour le coup de très très peu de points, genre de peut-être une pénalité, un truc comme ça, et voilà, avec du coup Bayonne qui, je devrais pas dire ça comme ça, mais qui s'en sort avec un point de bonus défensif, même si bon, c'est pas très gentil. Après, ça peut faire peur parce que bon, Bayonne, il s'en sort toujours à la fin. Et du coup, Hugo en a parlé. Et moi, je comptais quand même l'évoquer, mais ça a été fait. Mais le match face à Bordeaux. Après, c'est plus Bordeaux qui a pris quand même la confiance, hein, sur la fin du match contre Bayonne et qui est en mode bon, c'est bon, c'est les Bayonnais, on maîtrise le match et tout. Alors que le top 14, il ne faut. Mais ouais, dans tous les cas, Bayonne sera quand même nous recevoir. Dans tous les cas, ça sera un BD pour le perdant, parce que c'est le cas cette saison quand tu vas perdre à Bayonne. C'était notre cas l'année dernière quand on était allé jouer chez eux, on a perdu d'une pénalité. Je pense qu'on va avoir à faire un match où La Rochelle devrait quand même, vu la dynamique des deux équipes, quand même l'emporter. Moi, en tout cas, je suis plutôt d'accord avec vous, messieurs. Après, j'ai peur. Alors, enfin, j'ai peur. Je n'espère pas que ça sera un copier-coller comme contre le Racing, mais je vois un match quand même relativement fermé, avec pas tellement d'essais. Je pense que ça se jouera effectivement.
au pied, c'est-à-dire avec les deux ouvreurs, parce que je pense qu'on va avoir un beau duel entre Antoine Astoy, s'il est titulaire, et peut-être Camille Lopez ou Joris Second. Donc c'est deux bons buteurs aussi. Donc je pense que ça va se jouer oui, face au Perche. Donc je nous vois gagner de peu. Bonus défensif également pour Bayonne. Voilà, après à voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère qu'on va continuer sur cette dynamique-là. Voilà, parce qu'on est bien parti pour le coup en ce début de saison. Je vois un score relativement étriqué, donc à voir, messieurs, à voir. Mais en tout cas, on vous donnera rendez-vous samedi à 16h30 pour le coup d'envoi du match. Donc Encore une fois. encore une fois, voilà, on sera pendant le multiplex. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on va clôturer ce nouveau format ici. En tout cas, je vous remercie d'être venus. Voilà, débattre un petit peu. Donc c'est toujours très intéressant. La semaine prochaine, ça sera une nouvelle équipe qui sera là pour débattre. Et puis, moi, cher auditeur, j'en profite pour vous remercier aussi. Et toute l'équipe vous remercie du soutien pour ce nouveau média hein, qu'on a créé récemment, il y a un mois qui ne fait qu'augmenter, donc ça fait extrêmement plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre, donc déjà sur notre site web où on publie un article tous les jours, donc voilà, il y a pas d'absence, il n'y a pas d'oubli, donc ça c'est important de le rappeler, et puis n'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, on a ouvert une chaîne YouTube également récemment, Spotify, voilà pour les podcasts, donc on est assez présent. Donc voilà messieurs, un grand merci en tout cas, et puis voilà, hâte d'être à samedi. Donc voilà, je vous remercie et passez une agréable journée ou une agréable soirée.